Alors, je lance, j'espère que ça va fonctionner. Bonsoir à toutes et à tous qui vous nous suivez sur la page du MOC Bruxelles et, si tout va bien, sur la page de la CCACV Bruxelles aussi. Donc, je m'appelle Gilles, je travaille pour le MOC de Bruxelles et ce soir, on a la chance d'accueillir quatre personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se sont intéressées à la répartition des richesses dans ce pays et à la manière dont on négocie l'évolution de nos salaires et nos conditions de travail. Ce soir, donc, on va discuter avant tout du contexte de la négociation autour de l'accord interprofessionnel euh, au niveau de la Belgique. Et on va revenir un peu sur un aspect en particulier qui est celui de la loi de 1996 sur la compétitivité qui encadre ces négociations salariales. Alors, pour discuter de ça avec nous ce soir, on aura d'abord Philippe Van Snick, qui est le responsable de la CC Bruxelles et qui nous fera un petit mot d'introduction générale sur le sujet. Et ensuite, on aura Luc Mazur, qui est un ancien expert au bureau du plan, qui a travaillé sur cette loi déjà à l'époque et qui nous fera un petit historique. Et enfin, on aura deux réactions syndicales de Clarisse Van Dikkelen du service d'études de la CNE, Centrale nationale des employés de la CSC, et enfin Nick Gertz de la CSC Alimentation et Services. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Mais je propose, Philippe, si tu veux bien, que tu commences par ton petit mot d'introduction. Ah, merci Gilles. Bonsoir à tout le monde. Donc, on m'a dit donc ce que je vais faire, c'est contextualiser un peu qu'est-ce que c'est un accord interprofessionnel. En deux, très vite, je vais vous dire les revendications qu'en front commun au niveau bruxellois, nous allons créer dans la rue demain. Et je vais aussi vous donner quelques dernières nouvelles du front commun, puisqu'il y a vraiment un front commun et il faut s'en réjouir. Donc, moi, je dirais plutôt que notre mission en tant qu'organisation syndicale, c'est défendre les droits des travailleurs, travailleuses et allocataires sociaux. Et ça, il faut vraiment bien ne jamais l'oublier. C'est ça notre mission, c'est notre mission unique en fait. Et on le fait notamment, bien entendu, quand on paye le chômage ou quand il y a des délégués syndicaux dans les entreprises qui défendent les travailleurs et travailleuses, ou ailleurs, lorsque nous défendons les allocataires sociaux, par exemple, via nos services juridiques. Mais ce qui est fondamental dans la défense des droits, c'est la création de nouveaux droits. Et dans la création de nouveaux droits, c'est typique ça en Belgique, c'est que les organisations syndicales peuvent négocier des conventions. Il y a des conventions d'entreprise, mais il faut pour ça avoir une délégation syndicale bien souvent, un rapport de force. C'est pas évident. Il y a des négociations de secteur. Là non plus, ce n'est pas évident. On a vu dans la période Covid, il y a des secteurs qui sont réellement en difficulté. Négocier aujourd'hui avec ces secteurs-là, ce n'est pas évident. Et puis, il y a au-dessus de tout ça l'accord interprofessionnel. L'accord interprofessionnel, c'est quoi? Eh bien, c'est justement la création de droits pour les travailleurs, travailleuses et aussi les allocataires sociaux. C'est réellement quelque chose de fondamental. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler, mais je vais laisser parler d'autres, c'est justement la liberté de négociation. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est ça qui construit aussi une société juste. Et l'accord interprofessionnel, c'est souvent des lois cadres. C'est-à-dire qu'on va mettre le cadre de négociation qui ensuite vont être négociés au niveau des secteurs et au niveau des entreprises. Et là aussi, on a parfois l'occasion de créer des rapports de force avec lesquels nous défendons les publics les plus précarisés. Alors, certains économistes nous disent que l'AIP maintenant est dépassée parce que c'est une histoire ancienne, c'est avant la guerre, ce sont soi-disant les patrons et les organisations syndicales qui ont créé comment on appelle ça, un système belge. Moi, je dirais plutôt que c'est d'actualité, bien entendu.
Nous devons renforcer les syndicats européens, on doit renforcer les syndicats, notre action syndicale internationale, mais bien entendu, quand on voit le monde en Belgique, l'AIP a réellement sa place. Je répète, hein, l'AIP, c'est vraiment les négociations pour les publics précarisés, mais aussi l'ensemble, hein. Il ne faut pas croire qu'on ne défend que les publics précarisés au travers de l'AIP. Voilà, ça, c'est l'AIP en gros, comme ça, on case un peu les débats. Et demain, nous aurons quand même le plaisir de descendre dans la rue. Allez, on va suivre, bien entendu, les règles Covid, mais on va quand même principalement dire 5 choses ensemble avec les 2 autres organisations syndicales. La première chose, on va dire qu'une marche salariale doit être indicative. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser d'autres développer. Donc, nous refusons l'imposition d'une norme impérative maximale pour tous les salaires. La norme peut être indicative, chaque secteur ayant une réalité économique différente. Nous rejetons donc la loi de 96 qui bloque les augmentations salariales auxquelles les travailleurs et les travailleuses ont droit. Premier point. Deuxième point, une hausse sensible des bas salaires doit être atteinte par la constitution d'un fonds de solidarité créé dès à présent. 3. Une amélioration des régimes de fin de carrière. Nous savons que la pension aujourd'hui, ben, tout le monde rêve, certains rêvent de nous faire travailler jusqu'à 67 ans très bientôt. Eh bien, c'est la demande des aménagements de carrière. Une liaison du montant des allocations sociales à l'évolution des salaires. Enveloppe bien-être doit être négociée, excusez-moi, indépendamment de l'accord interprofessionnel. C'est le combat que nous menons, c'est aussi la loi qui le dit. Mais bien entendu, les patrons ont toujours voulu et l'ont souvent réussi, ont voulu mélanger toutes les négociations. Comme ça, ils avaient plus de facilité parce qu'il faut savoir que dans ces négociations interprofessionnelles, il y a aussi une certaine lutte pour les subsides. Allez, subsides déguisés, les aides d'État ou des choses comme ça. Et 5, c'est une priorité à la redistribution du travail disponible et aux normes d'aide. En fait, c'est la réduction collective du temps de travail. Et vous comprendrez que dans les organisations mêmes et entre organisations, il y a bien entendu débat. Mais ce qui est largement partagé, c'est que la réduction collective du temps de travail doit être une réponse aussi pour, au minimum, les travailleurs et les travailleuses qui sont dans des secteurs ou dans des entreprises en difficulté. Et alors, quelques nouvelles du Front commun, c'est que le Front commun répète au niveau national, alors au niveau fédéral, que nous devons d'abord discuter du bien-être et boucler ce dossier. De sortir du carcan de la loi de 2017, en fait, c'est la loi de 96 qui a été actualisée, si je peux m'exprimer ainsi, et donc en sortir le plus vite possible, et entre-temps, voir comment sécuriser les négociations là où elles sont possibles, pour qu'elles puissent tenir compte des attentes légitimes des travailleurs. Voilà. Et donc, pour votre information, les organisations syndicales vont rapidement, à partir du mois de mars, faire une gazette salaire pour justement essayer d'expliquer aussi aux travailleurs et travailleuses, parce que la loi de 96, on l'entendra, c'est aussi un peu de la complexité. Voilà, comme ça, vous avez une idée de l'ensemble, ce qu'est un accord interprofessionnel, et donc, je vais écouter attentivement les invités. Merci Philippe. Alors, après cette introduction sur le contexte dans lequel on s'inscrit, notamment des revendications défendues par la CSC, je propose qu'on donne ensuite la parole à Luc Mazur. Luc, si tu veux te présenter avant de commencer ton introduction, n'hésite pas. Donc, Luc est un ancien travailleur du bureau du plan et qui a travaillé sur ces questions. Voilà, Luc, la parole est à toi. Ok, merci. Ben oui, comme tu viens de le dire, je suis fraîchement retraité, 65 ans, ça suffit, du Bureau fédéral du plan, où j'ai travaillé pendant 30 ans, en fait, et toujours sur le thème, en tant que macroéconomiste, du marché du travail dans toutes ses composantes. Ben oui, j'ai été amené forcément à m'intéresser à la loi de 96, donc sur l'encadrement des salaires.
Puisque vous me l'avez demandé, eh bien, je vais faire un petit historique pour comprendre l'origine de cette loi du 26 juillet 1996, qui a été amendée par le gouvernement précédent en 2017. Et pour comprendre l'origine de cette loi, il n'est pas inutile, je pense, de remonter dans l'histoire économique et sociale de la Belgique d'après-guerre. C'est loin, mais c'est important, me semble-t-il. Parce que cette histoire, elle est incontestablement marquée par le pacte social de 1944, projet d'accord de solidarité concerté spontanément entre les représentants des employeurs et des travailleurs. J'insiste là-dessus parce que l'État est le grand absent de ces accords qui ont été passés à l'époque. On a d'ailleurs parlé, donc il s'agit d'une collaboration entre les interlocuteurs sociaux, on a parlé de bipartisme en vue d'opérer une répartition équitable des revenus d'une production croissante, la reconstruction d'après-guerre, combinant reconnaissance de l'économie de marché comme moteur de la prospérité et équité. Donc, le principe de la redistribution de la prospérité économique à toute la population, ce qu'on a appelé le partage des gains de productivité, est réalisé à travers la négociation salariale et le développement de la sécurité sociale dont les régimes sont rendus obligatoires progressivement, naturellement, et organisés sur base des commissions paritaires sectorielles. Modèle social belge est né, qui existe encore aujourd'hui, fondant pour 3 décennies le compromis, disons, social-démocrate. On verra qu'on passera dans un autre monde qui n'est plus un compromis d'ailleurs, donc un compromis social-démocrate, mécanisme collectif de redistribution des fruits de la croissance. Alors, dès le milieu des années 1970, suite au premier choc pétrolier et au ralentissement simultané des gains de productivité, ce modèle social connaît des difficultés de fonctionnement. Alors, confronté à une rupture avec la logique de partage des fruits de la prospérité économique, les interlocuteurs sociaux sont placés devant des défis auxquels ils ne peuvent plus répondre de façon consensuelle. Dès lors, l'interventionnisme politique dans le dialogue social se développe. On était parti d'un bipartisme entre les interlocuteurs sociaux. Là, à partir des années 70, le politique intervient. Alors, la volonté d'encadrer le jeu spontané, entre guillemets, de la négociation salariale remonte principalement à l'année 1982 en tant que mesure d'accompagnement de la dévaluation du franc belge. Avec une période de modération salariale, rappelez-vous, les sauts d'index, qui aboutira après 2 années, 1987 et 88, de liberté de négociation retrouvée à la loi de sauvegarde de la compétitivité du 6 janvier 1989. Cette loi ne sera appliquée qu'une seule fois, en 1993, débouchant sur l'établissement du plan global par le gouvernement après l'échec de la concertation sociale et sur une nouvelle période de modération salariale. Donc, c'est à cette époque-là qu'on a introduit l'indice santé et le blocage des salaires réels, en 1995 et 1996. Alors, ce qui, à mon avis, est important de souligner, c'est que le plan global marque également le début de l'intégration de la politique des revenus, des salaires en Belgique dans le contexte européen. Le grand marché unique est né et la Commission européenne publie en 1993 le livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi. Alors, ce livre introduit l'idée d'un pacte social européen fondé sur je cite, sur une croissance économique plus intensive en emploi, les gains de productivité devant être pour l'essentiel
affectés à l'investissement porteur d'avenir et à la création future d'emplois. N'en déplaise malheureusement à Jacques Delors, alors président de la Commission, l'aspect au niveau de l'Union européenne, donc de promouvoir les investissements, n'a jamais été suivi, n'a jamais été appliqué, alors que ça figurait en toutes lettres dans ce livre blanc de 1993. Et donc, en Belgique, pour la seconde fois, on s'interroge en 1996, après les 2 années de blocage des salaires réels, sur la façon de sortir du blocage salarial et sur la loi de compétitivité de 1989 qui a révélé ses insuffisances. Le résultat des débats sera la loi que l'on discute aujourd'hui du 26 juillet 1996 relative à, je cite encore, à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. Elle définit une norme salariale anticipant les dérapages du coût salarial par rapport à l'évolution prévue des salaires chez nos 3 principaux concurrents commerciaux, à savoir l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Cette loi, c'est un cadre macroéconomique qui fixe de manière structurelle et par période de 2 ans correspondant aux AIP, aux accords interprofessionnels passés par les interlocuteurs sociaux, la marge d'augmentation maximale du coût salarial nominal, maintenant l'indexation des salaires, également ce qu'on appelle la dérive barémique, et permettant quand même certains arbitrages laissés à la concertation sociale. Elle s'inscrit donc clairement dans le processus de convergence européenne et d'adhésion aussi de la Belgique à l'euro, qui interviendra donc, qui sera effectif en 2001. Enfin, ça a été préparé de longue date, avec des tas de critères qu'il fallait respecter pour qu'un pays puisse accéder à l'euro. Et on peut dire que c'est à ce moment-là qu'en fait, le compromis social-démocrate dont j'ai parlé est abandonné au profit d'un cadre que l'on a appelé, pas longtemps après, mais par après, un cadre néolibéral. Cette loi s'inscrit dans un cadre néolibéral. Alors, l'accord interprofessionnel 1999-2000 constitue une nouvelle étape dans le dialogue social, les interlocuteurs sociaux intégrant la norme salariale pour ces 2 années. Donc, en fait, l'arbitrage entre salaire et emploi se fait sous la tutelle d'une norme macroéconomique imposée par le pouvoir politique. Et cette politique des salaires s'inscrit largement dans le cadre des recommandations formulées par la Commission européenne. D'une part, la croissance nominale des salaires doit être compatible avec la stabilité des prix, dont la valeur de référence est fixée pour la zone euro par la Banque centrale européenne, et tout le monde sait que le critère qui a été choisi. J'ai jamais eu d'explication rationnelle pour ça. C'était un taux d'inflation 2% maximum. Pourquoi pas un peu moins, pourquoi pas un peu plus en tant qu'économiste, et pour avoir discuté avec de nombreux autres économistes, personne n'a trouvé une explication rationnelle. Donc, excusez-moi, je me vois petite gorgée d'eau. Donc, en fait, l'objectif, là, est d'éviter une politique monétaire restrictive qui serait dommageable pour la croissance et l'emploi. D'autre part, la Commission recommande également des augmentations de salaires réels compatibles avec les gains de productivité, de manière à maintenir, voire à renforcer la rentabilité du capital
tout en assurant une croissance régulière du pouvoir d'achat et de la consommation privée. Et vous voyez bien, excusez-moi, qu'on entre cette fois pleinement dans le carcan néolibéral que l'on connaît depuis, donc, en fait, pratiquement le milieu des années 80. Alors, ce qui est remarquable de constater, c'est que les gains de productivité et donc le coût du travail par unité produite, les gains de productivité sont totalement absents de la loi du 26 juillet 1996. Et là, à mon avis, c'est un point important qui explique, enfin, qui ne tient pas compte des réalités, ne fût-ce qu'au niveau des différents secteurs. Parce que d'un secteur à l'autre, les gains de productivité peuvent être très importants ou très faibles. Mais la loi impose l'évolution d'un salaire identique, en tout cas maximal, pour tout le monde, quel que soit leur gain de productivité. Ce n'est pas ce que dit la Commission européenne. Il faut tenir compte des gains de productivité pour avoir une politique cohérente, disons, de leur point de vue. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Je ne sais pas si je commence à dépasser. Luc, il te reste 2 ou 3 minutes là, donc tu peux aller Okay. tout doucement vers tes conclusions. Oui. Alors, bon, je passe certaines choses. Donc, en fait, oui, ce qui est important aussi que je voudrais dire, c'est que la loi de 96 prévoit des mécanismes de correction en cas de constat d'un dérapage salarial, donc a posteriori. Hein, la norme disait autant, mais on a fait autant, et dans les pays de référence, on avait beaucoup moins. Donc la loi prévoit un mécanisme de correction, mécanisme qui a été renforcé d'ailleurs dans la version de 2017. Pardon. Mais ces mécanismes de correction a posteriori n'ont jamais été appliqués, faute essentiellement de consensus entre les interlocuteurs sociaux. Un autre point important aussi, c'est le rôle qu'ont joué, et de manière de plus en plus importante, la politique du gouvernement fédéral en tout cas, de réduction des cotisations patronales. Donc en fait, c'est une espèce de subvention au coût salarial que supportent les entreprises, mais qui se fait au détriment du financement de la sécurité sociale, puisqu'il y a moins de rentrées de cotisations patronales, en tout cas. À cela s'est ajouté progressivement, mais de manière très importante, tout ce qu'on appelle les subventions salariales, et notamment les subventions qui ont aidé à développer le système des titres-services. Pardon? J'ai un message bizarre, là. Luc, je pense que tu peux continuer. Je pense que oui. Gilles s'est déconnecté pour une raison qui nous échappe, Ah non, mais mais j'ai eu nous un sommes écran toujours noir en tout d'un ligne. coup. Alors, je ne savais pas si Mais on t'écoute. Ben, écoute, voilà, en gros, donc, le rôle des réductions de cotisations salariales, des cotisations patronales, pardon, et le rôle des subventions salariales. Alors, tout cela explique, vu la complexité aussi des comptes nationaux, enfin là, je ne veux pas être technique ce soir, mais ça a entraîné des discussions, des discussions, des débats au sein des économistes et naturellement entre
les interlocuteurs sociaux sur la véritable évolution des salaires. Enfin bon, je vais en rester là. Et naturellement, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre bien volontiers. Merci beaucoup. Merci Luc, désolé pour le petit problème technique. C'est pas grave. Je sais pas trop d'où c'est venu, mais donc j'ai raté, à mon avis, 1 minute de ton exposé, que je rattraperai a posteriori. Du coup, ça me laisse l'occasion, heureusement, je suis revenu à temps pour donner la parole à notre prochaine intervenante, donc Clarisse, qui va donc donner son analyse en tant que membre du service d'études de la CNS sur cette question de la loi 96 et plus généralement du contexte dans lequel on est aujourd'hui. Voilà, Clarisse, la parole est à toi. Ouais, merci Gilles. Du coup, voilà, donc vous parlez un peu des critiques syndicales qu'on fait à cette loi 96. Peut-être d'abord spécifier, parce qu'on entend beaucoup parler de ce chiffre de 0,4%, donc qui est la marge salariale qui a été calculée pour les 2 prochaines années par le secrétariat du Conseil central de l'économie. Et donc, c'est cette fameuse marge salariale dont parlait Luc juste maintenant, c'est a priori 0,4% pour les 2 prochaines années. 0,4%, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous rendre compte, c'est 13 € brut par mois pour le salaire médian. Donc, ça veut dire, ou 6 € brut par mois pour le salaire minimum. Donc, ça veut dire que nos salaires ne peuvent pas augmenter maximum de plus que 13 € brut par mois pour le salaire médian. Donc, concrètement, vous comprenez que ça a un impact sur votre fiche de paye à la fin du mois. Alors, quelles sont les grosses critiques syndicales qu'on fait à cette loi? Je peux les résumer un peu en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est qu'on conteste de manière importante la logique économique qui est derrière la loi. Donc, pour nous, cette loi, elle n'a pas de sens économique, elle est complètement absurde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième grosse critique syndicale, c'est le fait que cette loi, elle augmente en fait les inégalités sociales entre travail et capital, et même au sein des travailleurs, et donc que cette loi, elle est socialement injuste. Troisième grosse critique syndicale, c'est le fait que le logiciel de la loi, le logiciel qui calcule le chiffre de la marge salariale, 0,4% pour 2021-2022, il est truqué. Et donc, même si on était d'accord avec la logique économique derrière, la manière de calculer le chiffre fait qu'on baisse de manière artificielle la marge qui est disponible. Donc ça, c'est un peu les trois grandes catégories de critiques que nous, on fait au niveau syndical. Alors, comment est-ce qu'on les explique? Donc, première chose, par rapport à la logique économique qu'il y a dans la loi. C'est quoi la logique économique? La logique économique, c'est de dire, en fait, les salaires des Belges, des travailleurs belges, ne peuvent augmenter plus que les salaires de nos 3 pays voisins. Sinon, on va moins exporter, nos entreprises qui exportent vont faire moins de chiffre d'affaires et on va créer moins d'emplois, ou on va détruire de l'emploi. Donc, cette loi, elle fait économiquement le lien entre des salaires trop élevés d'un côté, moins d'exportation et donc moins d'emplois. Alors, en fait, pour nous, cette logique économique, elle est fausse. Pourquoi est-ce qu'elle est fausse? Pour différentes raisons, mais notamment, en fait, cette loi, elle fait comme s'il y avait un lien qui était direct, empirique, qu'on pouvait voir partout dans tous les temps entre la hauteur des salaires et l'importance des exportations dans un pays. Et ça, en fait, c'est faux. C'est quelque chose qu'on ne sait pas vérifier empiriquement. Donc, il n'y a aucune étude empirique qui montre qu'en fait, il y a une relation très claire, qui est univoque, une corrélation magnifiquement positive, magnifiquement négative entre salaire et exportation. Ça, c'est une première chose. Donc, la logique économique qui est derrière cette loi, on la conteste. Notamment, en fait, il y a plusieurs études, notamment une récente étude de Lucille Bouvin, qui montrait qu'en fait, la part de marché qu'on a à l'exportation en Belgique, elle dépend plus, en fait, de la demande étrangère que de nos salaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est plus comment se porte l'économie à l'étranger, qui a un impact sur combien est-ce qu'on commande de produits et services en Belgique, que le coût du travail, entre guillemets, même si je déteste cette expression, en Belgique, hein, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut sortir de notre tête, je pense, parce qu'on a été aussi nous-mêmes contaminés par cette logique néolibérale qui nous dit « Oui, mais si les salaires sont trop élevés, on va moins exporter ». En fait, empiriquement, on peut pas, scientifiquement, on peut pas le prouver, quoi. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est de dire que
cette logique en fait de capacité à l'exportation, mais pour plein de secteurs, elle n'a aucun sens. Vous êtes un supermarché, ce qui vous intéresse, c'est que les revenus des travailleurs augmentent pour qu'ils puissent consommer plus dans votre supermarché. Vous vous en foutez en fait de combien coûtent vos travailleurs pour pouvoir exporter à l'étranger, c'est pas votre but. Et donc il y a une série de secteurs. En fait, il y a plein de secteurs économiques qui ne dépendent absolument pas de l'exportation. Et donc, pour qui, ce qui est important, c'est justement que les revenus des travailleurs et des travailleuses, et donc en fait des consommateurs et des consommatrices belges, augmentent. Et donc pour ces secteurs-là, en fait, c'est un non-sens économique que de diminuer ou que de mettre les salaires belges dans un carcan. Voilà. Alors, ça, c'est deux grosses critiques qu'on peut faire au niveau économique. Dernière grosse critique qu'on peut faire quand même, c'est de dire, en fait, même si on était d'accord qu'une entreprise doit maîtriser ses coûts pour diminuer ses prix à l'exportation, mais alors, les salaires, ce n'est pas les seuls coûts d'une entreprise. Bon, déjà, les salaires ne sont pas un coût pour les entreprises, hein, bien sûr, mais si on est dans la logique économique qui est derrière la loi, il faudrait dire, mais alors, on regarde aussi le coût des intrants énergétiques, le coût des intrants intermédiaires et surtout le coût du capital. Le coût du capital, c'est quoi? C'est en fait combien ça coûte de rémunérer les actionnaires, de rémunérer les capitalistes qui sont derrière une entreprise. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis 1996, alors que la part de la richesse qui va au salaire baisse, en fait, la part des dividendes dans la valeur ajoutée ne cesse d'augmenter. Donc, en fait, les dividendes, ils ne sont absolument pas soumis au même carcan que nos salaires. Et donc, en fait, ce que ça montre, c'est qu'en fait, le fait de modérer nos salaires, ça ne permet pas de diminuer les prix à l'exportation, ça permet simplement au capital de s'accumuler plus vite et de faire plus de profit. Donc, ça, c'est encore une grosse critique qu'on a. Et d'ailleurs, dans la loi, il y a un article qui s'appelle l'article 14 qui permettrait en fait de limiter la croissance des autres coûts d'entreprise, notamment des dividendes, des tantièmes pour les administrateurs, etc. Mais cet article-loi, évidemment, a toujours été lettre morte et on n'en a jamais rien fait. Donc, il y a aussi une grosse critique de dire, même si on était d'accord avec la logique des exportations de la compétitivité, mais il n'y a pas que les salaires dans une entreprise qui sont un coût pour l'entreprise. Donc, voilà un peu, si on veut résumer les grosses critiques qui font que cette loi, pour nous, est une absurdité économique. Alors, j'en viens à pourquoi est-ce que cette loi, elle est socialement injuste. Alors, cette loi, elle n'est pas juste, en fait, parce qu'elle permet d'éluder dans le débat public cette sacro-sainte compétitivité qu'on entend dans tous les débats économiques. Ce qu'elle permet d'éluder, c'est en fait comment est-ce qu'on répartit les richesses en Belgique. Quand on pense répartition des richesses, on pense souvent à l'impôt. On se dit c'est ça la manière de redistribuer les richesses entre les citoyens belges. En fait, c'est d'imposer nos salaires ou nos revenus. Mais en fait, il faut savoir qu'avant d'être imposé, il y a une première répartition des richesses qui se fait dans l'entreprise. Quand une entreprise vend des t-shirts et qu'elle crée du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée avec les t-shirts, après on décide quelle partie de cette valeur ajoutée va aux travailleurs en les rémunérant par leur salaire et quelle partie de cette richesse va au capital. D'accord? Et donc, c'est cette répartition primaire des richesses qui est complètement bypassée par le débat, par cette loi sur la compétitivité. Or, cette loi, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle fait que la part de la richesse qui va au salaire, qui va aux travailleurs, elle ne cesse de diminuer. Alors, elle diminue de manière continue, pas aussi spectaculairement que dans d'autres pays européens ou que dans d'autres pays occidentaux, mais cette part de la richesse qui va aux travailleurs, elle diminue quand même. Et donc, c'est ça, en fait, fondamentalement, qu'elle fait, cette loi de 96, c'est qu'elle diminue la part de la richesse qui va aux travailleurs et elle augmente, du coup, de facto, celle qui va au capital. Et donc, on sait que ça, c'est évidemment une énorme source d'inégalité sociale dans notre société. Donc, première chose de pourquoi est-ce qu'elle est injuste, c'est qu'elle permet en fait une meilleure accumulation pour le capital et elle diminue la part de la richesse que les travailleurs ont droit. Deuxième grosse raison pour laquelle cette loi elle est injuste, c'est qu'en fait, tous les travailleurs ne sont quand même pas soumis au même carcan. Alors, je vais prendre des travailleurs très, très spécifiques, mais j'aime bien cet exemple-là. On a des statistiques sur le salaire annuel des CEO du Bel 20. Le salaire annuel des CEO du Bel 20 entre 2014 et 2019, il a augmenté de 50%. Donc, il y a des travailleurs qui, par hasard, ne sont pas soumis à ce 0,4% de normes salariales. Alors, je prends cet exemple emblématique de CEO du Bel 20, mais en fait, il concerne d'autres travailleurs qui sont plutôt dans le top des hauts revenus et qui, eux, arrivent à négocier individuellement leur salaire. Et donc, en fait, quand même, si vous voulez ce 0,4%, il ne concerne que les augmentations collectives des salaires via les CCT, mais il ne concerne pas qui va aller négocier individuellement avec son employeur des augmentations de salaire.
Deuxième chose, c'est qu'il y a une série d'avantages extralégaux qui ne sont pas en fait soumis dans le carcan, qui ne sont pas soumis dans la norme salariale. Notamment les CCT 90, des primes bénéficiaires, etc. Et ces avantages extralégaux, on sait qu'ils sont très inégalement répartis entre secteurs et entre travailleurs. Et en plus, ces avantages extralégaux, ils ne financent pas la Sécu parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale dessus. Et donc, c'est aussi une question en fait de répartir bien la richesse entre les travailleurs. Le fait que cette norme salariale, en fait, on voit que c'est souvent les plus bas travailleurs, les plus bas revenus, on va dire, qui sont plus soumis à ce carcan que les autres, quoi. Troisième chose pour laquelle cette loi elle est injuste, c'est en fait, si on n'augmente pas nos salaires, vous savez que nos cotisations sociales qu'on paye sur nos salaires, c'est ça le principal financement de la sécurité sociale en Belgique. La Sécu, c'est quand même un magnifique instrument pour répartir, redistribuer la richesse et une assurance collective. Et donc, si nos salaires n'augmentent pas, ça veut dire que le financement de la Sécu n'augmente pas non plus. Et donc, ça, c'est aussi un vrai enjeu, en fait, derrière la norme salariale, c'est de pouvoir augmenter le pot commun qu'est la sécurité sociale. Alors, dernière grosse critique syndicale qu'on peut faire sur cette loi, c'est la manière dont on calcule ce 0,4%. Donc, cette marge salariale. Alors, Luc en a déjà brièvement parlé, mais donc, une première chose qui est très importante à savoir, c'est qu'en effet, la productivité n'entre pas en compte dans la marge salariale. Donc, ça veut dire que ce qu'on va calculer, c'est combien coûte, entre guillemets, un travailleur de l'heure, mais pas combien coûte un travailleur pour faire un t-shirt. Or, ce qui est important pour une entreprise, si on parle de compétitivité, c'est en fait combien elle arrive à produire avec une heure de travail. Ce n'est pas combien en soi coûte une heure de travail. Et donc, or, on sait que les travailleurs belges sont plus productifs que leurs voisins. Et donc, en ne prenant pas en compte la productivité, en fait, on fait artificiellement gonfler le coût salarial en Belgique, et donc on fait artificiellement diminuer la marge. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a une série les subventions salariales ne sont pas prises en compte dans le calcul. Les subventions salariales, c'est quoi? Donc, c'est des subsides que les employeurs reçoivent quand ils engagent certains types de personnes ou de travailleurs ou quand le travail est organisé d'une certaine manière. En Belgique, elles sont super importantes. Elles ont été développées de manière assez importante depuis 1996. Ça représente environ 5% de la masse salariale aujourd'hui en 2019. Dans les pays voisins, à part en France, ça n'existe pas, ces subventions salariales. Et donc, en fait, en ne prenant pas en compte ces subventions salariales, on fait semblant que les employeurs payent 100% des salaires, alors qu'en fait, ils reçoivent un gros paquet d'argent de l'État. Et ce paquet d'argent de l'État, on fait semblant que c'est les employeurs qui le payent, alors que non, c'est l'État. Donc, de nouveau, en ne les prenant pas en compte, aussi les réductions du tax shift ne sont pas prises en compte, eh ben, on fait de nouveau artificiellement gonfler ce coût salarial. Et donc, on est dans un truc qui est quand même pas très rigoureux intellectuellement et qui a simplement pour but de faire diminuer la marge. Et alors, Nick qui rigole, même, c'est vrai. Et alors, la dernière chose critique qu'on peut faire sur ce logiciel et qui est quand même très importante, c'est qu'aujourd'hui, le secrétariat du Conseil central a quand même décidé de calculer une marge salariale en temps de pandémie. Et donc, on peut encore faire des critiques plus importantes par rapport à la manière et la méthodologie qui est arrivée à ce 0,4% dans un moment économique qui est quand même caractérisé par une incertitude énorme. En décembre, quand on a calculé le 0,4%, ou en novembre, qui savait quelle allait avoir la gueule de notre économie en 2021? Est-ce qu'on aura un 3e, un 4e ou un 18e confinement? De combien allait augmenter la croissance dans les pays voisins, etc. C'est quand même très hasardeux de faire des prévisions économiques dans ce genre de moment, quoi. Et donc, du coup, les hypothèses qui ont été faites ont un impact énorme sur le chiffre final. Et donc ça, c'est problématique. En fait, on change un petit peu l'hypothèse et le chiffre de la marge change énormément de quelques pourcents, quoi. Donc, en fait, 0,4%, on se demande un peu à quoi ça tient. Et deuxième chose, il y a, de ce fait de cette pandémie, il y a eu des problèmes de disponibilité des données dans les pays voisins et donc des problèmes, si vous voulez, de composition de la masse salariale. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bref, ils ont vraiment dû chipoter pour arriver à comparer des données des pays voisins qui n'étaient plus comparables à cause de la pandémie et de quand même sortir un chiffre, quoi. Et donc ça, c'est vraiment aussi une critique syndicale qui est importante à avoir, je pense, c'est que les prévisions de la marge salariale cette année particulièrement sont encore plus contestables que d'habitude.
voilà, moi, je voulais un peu lancer le débat avec ça. Il y a encore plein d'autres choses à dire, mais je propose de laisser la parole à Nick et puis discuter après. Parfait. Merci beaucoup, Clarisse. Alors, après cette critique sans concession, et comme elle dit, elle en a sûrement gardé dans les bagages pour la suite. On va quand même donner la parole à Nick pour enchaîner sur sa position, son analyse de cette loi 96 et du contexte dans lequel elle nous met aujourd'hui et du débat sur ces salaires, cette bataille des salaires qui est en cours. Nick, la parole est à toi. Oui, mais je pense que l'essentiel au niveau de la malhonnêteté intellectuelle de cette loi, pour reprendre les termes, a été dit, parce qu'effectivement, donc on a une loi de 96, pour être clair, qui est une décision politique, Luc l'a dit. Donc, je veux dire, il y a une responsabilité politique derrière, il faut être très très clair là-dessus. Et que c'est une loi qui est au profit, en fait, essentiellement des grandes entreprises et des grands patrons, parce que ça, c'est ce que Clarisse a dit, c'est toute la fin de son intervention, en disant, bon, ben voilà, nous, on bloque nos salaires à nous en tant que travailleurs, mais par contre, le capital, il n'y a aucun plafond là-dessus. Et donc, pour eux, c'est open bar, ils peuvent faire grossir les dividendes autant qu'ils veulent. Et donc ça, je pense que c'est la loi de 96. Un aspect qui n'a pas encore été abordé, c'est le fait que, en fait, cette loi de 96, elle a 25 ans. Et donc, dans les organisations syndicales, ça fait en fait 25 ans qu'on est dans un espèce de cadre mental où on ne négocie plus les salaires. Donc, je veux dire, c'est un truc de dingue. Vous voyez ce qui se passe au niveau des Pays-Bas, vous voyez ce qui se passe au niveau de l'Allemagne, vous voyez ce qui se passe au niveau de la France, où les types sont tous en train de sortir maintenant. Toutes les organisations syndicales sont en train de mener campagne sur des augmentations de salaire qui vont vers du 4%, du 5%. En Belgique, on n'a pas ça. Parce qu'en fait, on n'a plus cette tradition d'aller revendiquer du salaire en fonction des gains de productivité, en fonction des gains qui ont été faits dans les secteurs. Et donc, ça fait 25 ans qu'on attend, entre guillemets, que le Conseil central de l'économie arrive, fasse ses petits calculs macroéconomiques sur les 2 années passées, sur les 2 années à venir, nous sorte une norme. Et le seul débat qui existe dans le milieu syndical, c'est de savoir comment donc, le débat sur est-ce qu'on va atteindre, oui ou non, la norme qui nous a été imposée, premier débat. Et le deuxième débat, c'est comment est-ce qu'on va la remplir avec toutes les composantes néfastes que ce débat peut apporter. Première, et dont la principale, c'est de savoir est-ce qu'on va continuer à financer la sécurité sociale, oui ou non. Parce que généralement, bon, pas être clair, mais les marges sont tellement faibles que les travailleurs, ils disent, moi j'ai faim, je veux augmenter mon salaire, donnez-moi du net. Ouais, mais si on dit donnez-moi du net, vous êtes en train de torpiller gentiment la sécurité sociale, hein, petit à petit. Donc, ça, c'est un cadre mental qui est un cadre mental qui est fondamentalement vicieux et qui rentre aussi, je pense, dans le contexte néolibéral dont parlaient Luc et Clarisse. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, peut-être, pour ne pas être redondant, c'est d'analyser un petit peu la séquence dans laquelle on est là maintenant. Parce que vous avez donc la ligne patronale, c'est quoi pour l'instant? La ligne patronale, FEB en tête avec tous les amis de l'UNISO et du Bund et tout ça. Donc tous ces gens-là sont en train de dire, depuis le début de la pandémie, que les entreprises sont au bord de la faillite, qu'il y a une crise de financement, qu'il y a une crise de liquidité, que rien ne va pas, qu'il va y avoir 50% des entreprises qui vont être en faillite d'ici la fin de 2021. Donc ça, c'est le cadre qu'ils mettent. Et en mettant ce cadre-là, fatalement, les gens ont peur. Les gens se disent, et ça c'est le débat que moi j'ai en tant que permanent dans les entreprises, quand j'avance sur la question de l'augmentation des salaires, une des réponses que je reçois le plus fréquemment, c'est « Oui, mais touche pas au salaire, moi je suis déjà bien content d'avoir un emploi, donc on va passer, hein, cette année-ci, dans les 2 années à venir, on va passer la question des salaires pourvu que je maintienne mon emploi. » Donc ça, c'est le cadrage que le patronat a réussi pendant toute une phase et qui a été longue à imposer. Et donc ça, c'est le prisme mental à travers lequel les gens analysent la question des salaires pour l'instant. Et ça, c'est un cadre mental qu'il faut casser. C'est ce que Luc et Clarisse disaient tout à l'heure, c'est de dire, en fait, cette loi de 96, on est sorti d'une logique d'analyse capital-travail, on est sorti d'une logique de répartition des gains de productivité pour aller dans une logique de compétition où en fait on va commencer à regarder ce que font les voisins, alors que ça n'a aucun rapport avec la manière dont on fait la production en Belgique.
Et donc là, je pense qu'il y a quand même une grosse victoire patronale dans un premier temps. Et donc la ligne de la FEB pour l'instant, pour être très clair, c'est de dire, dans toutes les discussions qu'il y a au niveau du G10, qui est l'organe dans lequel ils discutent sur les salaires au niveau interprofessionnel, la ligne patronale, c'est de dire, écoutez, la loi, c'est la loi, 0,4 point barre. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Et donc, maintenant, tu l'as dit, je pense, Gilles, en introduction, c'est s'il n'y a pas d'accord au niveau du G10, il va y avoir le gouvernement qui va devoir prendre la main. Mais le gouvernement, il est sur plus ou moins la même logique. Hein. Si vous regardez l'accord de majorité qu'il y a maintenant avec donc le gouvernement de Croo, les types, ils ont mis, c'était une bataille d'ailleurs entre le PS et l'EMR, que l'EMR a gagné, ils ont dit on ne touche pas à la loi de 96. Donc voilà, donc s'attendre à ce que le politique qui éventuellement aurait la main mi-mars tranche en faveur d'une grosse augmentation des salaires au niveau des travailleurs, je pense que c'est une petite illusion. On est toujours dans le cadre néolibéral dont parlait Luc. Donc du coup, on a maintenant deux acteurs en face de nous. On a le patronat qui a la loi pour lui, on a le gouvernement qui a dit, écoutez, moi, je ne vais pas toucher à cette loi de 96. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il nous reste, nous? Il nous reste les syndicats, il nous reste le mouvement social. Et donc, quand on dit 0,4%, on peut critiquer la loi, on peut critiquer le logiciel, on peut critiquer plein de choses. Mais je veux dire, quand on regarde la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est que, tu as un gouvernement Michel qui, en fait, sur les 5 années ou les 4-5 années sur lesquelles il a sévi, il a volé les travailleurs. Hein. J'en parlais mes collègues ont parlé du tax shift, ils ont parlé des subventions et compagnie. Donc tout ça, c'est des bazars qui ont été retirés aux travailleurs, gentiment donnés aux entreprises. Donc, gouvernement Michel nous a volé. 2, toute la pandémie, je veux dire, c'est qui a fait tourner cette économie? Parce que c'est pas vrai que le pays était à plein. Je veux dire, je parle là clairement pour nos gars à nous, mais les gars du nettoyage, les gars du gardiennage, les femmes qui sont dans les titres services, en grande majorité des femmes, je dirais même les gens, l'ORECA était à plein, c'est vrai, mais toute l'industrie alimentaire a tourné à plein régime. Tout le commerce alimentaire, allez causer aux mecs qui sont dans les dépôts de l'Aise, les dépôts Colruyt pour savoir s'ils ont bouloté. Les mecs, ils ont fait des heures sup comme pas possible. Et donc, ce pays a tenu, si on a eu à manger, si on a eu du PQ chez nous, c'est grâce aux travailleurs qui, eux, ont continué à boulotter. Donc ça, c'est la réalité qu'on essaie de gommer, mais ça, c'est ce qui s'est passé en tant que tel. Troisième chose, c'est que les gens le disent aussi, ils disent, voilà, c'était quoi ma situation pendant le corona? Tu as des gens qui disent, moi j'ai travaillé comme un pété et j'ai fait des heures, j'ai une flexibilité pas possible. Au niveau du gardiennage, les gens ont fait des shifts qu'ils n'ont jamais fait, on travaille des 12 heures, 13 heures par jour. D'un côté, donc cette flexibilité accrue, avec modification de plein de conditions de travail. Donc, tout ce que le patronat avait dans le frigo gentiment, qu'il voulait faire passer depuis les dernières années, ils se sont arrangés pour le faire passer. Donc ça va être un des enjeux futurs, c'est la modification de la législation sur le travail. Donc, il y a eu d'une part ça, il y a eu d'autre part énormément de travailleurs qui ont eu des pertes de revenus. Et ça, c'est les collègues de la FGTB, je pense, qui l'ont montré en disant, en fait, plus votre salaire est faible, plus vous avez encaissé des pertes de revenus. Parce que, en fait, les patrons et en règle générale, les cadres et compagnie, les mecs, ils ont fait du télétravail. Il n'y a pas un jour où ils ont chômé. C'est qui a chômé? C'est les gens qui, en fait, ne pouvaient pas faire autrement. Et c'est en règle générale les plus bas salaires. Donc, il y a eu une perte de revenus. Un côté flexibilité accrue, l'autre côté grosse perte de revenus. Et donc, cette réalité-là fait qu'on a besoin d'avoir des augmentations de salaire parce que d'un côté, il y a une reconnaissance et la reconnaissance passe par du salaire. Je veux dire, les applaudissements, c'est super chouette et merci à tout le monde de l'avoir fait, mais à un moment, ça ne remplit pas le frigo. Point 1. Et point 2, il y a eu des pertes de revenus et ces pertes de revenus, elles ne sont pas compensées. Donc, je veux dire, nous, on a besoin, nos gars à nous, ils ont besoin de manger. Quatrième aspect, pourquoi les salaires doivent augmenter? C'est parce qu'en fait, il y a du pognon. Et là, ça c'est tout l'enjeu maintenant des mouvements et du mouvement qui est en train de démarrer maintenant, c'est de visibiliser notamment la question des dividendes et la question du profit qui a été fait pendant cette pandémie, parce que oui, il y a un certain nombre de secteurs qui effectivement ont souffert et ne s'en relèveront en partie pas. Et là, je pense aux collègues de l'ORECA notamment, mais il y a des secteurs dans lesquels les types, ils n'ont pas à se plaindre. Et quand on voit, ça c'était les chiffres pour la mobilisation du 12
12 février qu'on a balancé devant chez Securitas et G4S, deux entreprises dont moi je m'occupe. Securitas, en décembre 2020, donc on est en plein milieu de la deuxième vague. Hein. Donc les types savent qu'on a eu une première, on est en plein milieu de la deuxième, ils savent qu'a priori l'avenir n'est pas tout rose. Securitas Belgique, 11 millions de dividendes reversés à la maison mère. Tranquille. Mais 11 millions. Et avec ça, tu peux augmenter tes salaires. Hein. Je veux dire, tu peux augmenter tes salaires de 3%, tu n'as même pas encore mangé tes 11 millions. G4S, même ordre de grandeur, sauf que sur 4 ans, les types, ils ont reversé 25 millions à la maison mère en Angleterre. Là aussi, tu peux augmenter les salaires. Et donc, ça, c'est des débats et c'est là où on voit que pour l'instant, ce qui fait mal au patronat, et c'est ça qui est en train de monter, c'est plus on visibilise ces chiffres-là, plus on commence à dire, mais en fait, si on analyse les grosses sociétés, si on va chercher chez des Colruyt, si on va chercher chez des Deleuze, si on va chercher chez des Securitas, des Atalian pour le nettoyage et compagnie, en fait, combien est-ce que ces gens ont fait comme pognon? Mais tu as un tout autre cadrage du débat. Parce que là, les gens se rendent compte, et c'était même les gens de Securitas qui disaient, je ne savais pas que Securitas avait rapatrié autant de pognon à la maison mère. Donc en fait, 0,4%, c'est scandaleux, c'est un mépris du travail qui a été fait. Et donc ça, je pense que c'est dans les perspectives à mettre en place maintenant, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'on est passé, il faut toujours analyser les mouvements avec des phases. Si on voit début janvier, quand le chiffre de 0,4 est sorti, la réaction syndicale générale était au pessimisme le plus profond en disant, bon, déjà, tu avais tout le discours patronal qui t'avait siphonné la tête pendant 8 mois, où tu t'es dit, en fait, oui, les entreprises sont au bord de la faillite, c'est compliqué, donc 0,4, bon, c'est pas grand-chose, mais soit. Et alors, tu as eu une première prise de conscience en disant, mais tiens, en fait, on va aller regarder les chiffres, on va sensibiliser sur la question des salaires, on va voir ce que le gouvernement Michel nous a pris. Et alors qu'en janvier, tout était calme, le débat était perdu, on ne pouvait pas mobiliser en temps de Covid, enfin, toute cette rhétorique-là, elle est en train d'être changée. Elle a changé ici avec l'action du 12, donc il y a 2 semaines. On va voir demain à quel point elle va changer. Donc, tous les signaux indiquent que en fait, le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Et alors, la question va être de dire, bon, on a déjà connu ça hein, dans les mouvements syndicaux où ça prend de l'ampleur et puis ça s'arrête. Et si maintenant, la question, ça va être, si demain c'est une réussite, et je pense que ça le sera, c'est quoi les perspectives qu'on va mettre pour la suite? Et ça, c'est peut-être aussi le débat à avoir pour la suite ici de ce soir. Merci Nick. Je ne suis pas sûr que Luc aura tout de suite quelque chose à dire sur nos perspectives syndicales, mais quoique, Luc est le bienvenu aussi à y contribuer. C'est un débat qu'on doit avoir ici tous ensemble. Par contre, en tout cas, je pense que ce serait intéressant là maintenant, si jamais parmi vous trois, donc que ce soit Nick, soit Luc, soit Clarisse, vous avez envie de réagir à l'une ou l'autre chose qui a été dite par un des intervenants ou une des intervenantes, ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire dans votre première introduction, mais un élément vraiment rapidement à mettre dans la discussion maintenant, avant que je passe aux questions, commentaires, réactions. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Je vois Luc qui active son micro. Oui, enfin, si je peux me permettre là maintenant, je voulais réagir à ce qui a été dit par Nick, Clarisse, Nick et aussi dans un premier temps Philippe Van Snick. Bon, par rapport à ce que Clarisse nous a expliqué, moi, globalement, je suis complètement d'accord avec elle. La hauteur des salaires n'est pas un indicateur de compétitivité. Enfin, ce n'est pas le seul indicateur de compétitivité. Il faut tenir compte de la productivité. Il faut tenir compte de la productivité. Maintenant, ce n'est pas un hasard que ça a été oublié, entre guillemets, dans la loi de 96 et que la FEB, la FEB qui représente essentiellement les secteurs exportateurs, il ne représente pas les petits secteurs sur le marché essentiellement belgo-belge. Ils ne veulent pas entendre parler de productivité, naturellement. Donc, les dés sont pipés dès le départ. Sur le logiciel de calcul qui est truqué, j'ai souri quand tu as dit ça, mais
j'ai compris ce que tu voulais dire. Et effectivement, moi, en tout cas, dans mon boulot, même au bureau du plan, hein, ça n'a pas toujours été facile pour moi, je peux vous l'assurer. J'ai toujours fait apparaître les chiffres avec et sans subvention salariale. Vous pouvez vérifier dans ma publication qui remonte à 2012. C'est gratuit, c'est sur le site du bureau du plan. C'est facile à trouver. Mais les derniers calculs que j'ai pu faire, ils remontent à 4-5 ans, je pense, c'est que cumulé sur la période d'application de la loi, c'est-à-dire si on prend l'évolution des salaires depuis 1996, en ne tenant pas compte des subventions salariales qui se sont développées, comme tu l'as dit, énormément, hein, énormément. Et si on prend en compte ces subventions salariales, en cumulé depuis 1996, on arrive à un écart d'à peu près 8%. 8% d'évolution moins rapide du coût salarial pour les entreprises si on tient compte des subventions salariales. Donc là, effectivement, le fait de ne pas en tenir compte, c'est piper les calculs. Et ce n'est pas parce que d'autres pays, à part un peu la France, avec son CICE, mais à part la France, ce n'est pas une raison pour ne pas en tenir compte. Ça intervient dans le coût du facteur travail que supporte l'entreprise. Et dans un sens négatif pour ce coût, c'est-à-dire ça fait baisser le coût supporté par l'employeur. Ce que je voulais dire aussi, et après je m'arrête, c'est qu'effectivement, je l'ai dit dans ma présentation, c'est une loi macroéconomique qui ne tient pas compte de la réalité des secteurs. Il y a des secteurs à haute productivité, il y a des secteurs à faible productivité. Et ce que Nick a mis en évidence me semble très important, c'est que la crise du Covid ou de la Covid fait apparaître qu'il y a des secteurs qui sont gagnants. Qui sont gagnants parce que, comme tu l'as dit, en fait, l'industrie alimentaire et la grande distribution ont réalisé des profits inconnus jusqu'alors. Hein. Donc, pourquoi aller discuter d'une norme salariale macroéconomique qui non seulement ne tient pas compte des gains de productivité au niveau des secteurs, mais qui en plus ne tient pas compte non plus de la situation actuelle, qui est nouvelle, ok, mais qui ne tient pas compte aussi non seulement des gains de productivité, mais des profits réalisés, parce que les ventes ont été énormes, énormes. Cela dit, avec l'intervention de l'État pour soutenir le pouvoir d'achat de beaucoup, pas tous, mais quand même de beaucoup de salariés qui ont été mis en chômage temporaire, etc. etc. Donc, je pense que pour revoir l'esprit de la loi, ou revoir la loi carrément, il faudrait en tout cas que cette norme ne constitue plus un plafond pour chacun des secteurs, mais une norme indicative. Et qu'il faut tenir compte d'autres paramètres, je les ai cités, pour approcher au mieux ce qui est réalisable au niveau des secteurs et au-delà des entreprises de ces secteurs. Voilà ce que je voulais dire pour préciser un peu le fond de ma pensée. Et encore une fois, en étant tout à fait d'accord avec ce que les autres interlocuteurs de ce soir ont dit. Merci. Merci Luc. Je ne sais pas si Clarisse ou Nick, vous voulez encore agir. Clarisse peut-être? Ouais, je voulais réagir sur 2 points. Le premier point, c'est par rapport aux perspectives syndicales et du mouvement social par rapport à la loi 96. Bon, en effet, la révision de la loi 96 n'est pas dans l'accord de gouvernement. Il n'empêche que, je pense ce qu'il faut, c'est construire le rapport de force pour arriver à changer la loi. Et ça, on n'a pas besoin qu'elle soit oui ou non dans un accord de gouvernement, quoi. Et donc, c'est à nous d'être aussi assez offensifs que pour le faire. Et pour l'instant, les positions syndicales sont quand même très claires de ne pas être d'accord, de rentrer en fait dans les négociations quand ce qui est sur la table, c'est 0,4%. Et donc, je pense qu'il faut continuer à construire, à renforcer ce rapport de force pour dénoncer le 0,4% d'aujourd'hui et la loi 96 de manière structurelle.
Et même si on n'arrive pas à modifier la loi maintenant, il y avait quand même une brèche dans cet accord de gouvernement qui étaient les circulaires du ministre de l'Emploi. Ces circulaires, elles permettent d'interpréter la loi d'une façon ou d'une autre. Notamment, il y a vraiment juridiquement moyen de la rendre en fait indicative, cette norme. Pour l'instant, le PS nous dit, de toute façon, donc le PS qui a la compétence de l'emploi et donc de la norme salariale, nous dit non, mais on n'arrivera jamais à avoir un accord gouvernement pour pouvoir mettre en place des circulaires un peu ambitieuses. N'empêche, les circulaires, elles sont dans l'accord de gouvernement. Et donc, au plus on arrivera en tant que mouvement social à peser là-dessus, au plus aussi, ils prendront peut-être un peu leur responsabilité de ce côté-là. Et deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est la question des bas salaires et du salaire minimum. Il faut savoir qu'en Belgique, le salaire minimum, il n'a plus été augmenté depuis 2008. Donc, ça fait plus de 10 ans que le salaire minimum n'a pas augmenté en plus de l'indexation. Et j'ai fait mes petits calculs. Et en fait, si on regarde en termes réels, depuis 1996, notre salaire minimum, il a diminué en fait. Les gens gagnent, s'ils gagnaient 100 € en 96, ils gagnent 95 € maintenant. Donc ça veut dire que le salaire minimum a diminué depuis 1996. C'est quand même aberrant quand on regarde la croissance économique cumulée qu'on a connue depuis 1996. Donc il y a une vraie urgence sociale quand même à augmenter les bas salaires et le salaire minimum. Et en Allemagne, les syndicats ont négocié des grosses... Enfin, les syndicats sous pression du mouvement social, mais le gouvernement allemand a approuvé des grosses augmentations du salaire minimum pour 2021 et 2022. Ils vont l'augmenter de 12% sur les 2 prochaines années. Donc ça m'amuse toujours quand on regarde les prévisions des pays voisins, mais seulement pour l'œillère dans laquelle ça nous arrange, quoi. Et donc, si on pouvait avoir la même règle pour augmenter le salaire minimum, mais ça ferait, je pense, du bien à tous ces travailleurs qui sont payés à ce pareil-là. Merci Clarisse. Même aux États-Unis, d'ailleurs, le salaire minimum est en train d'augmenter suite à des campagnes du mouvement ouvrier dans pas mal d'endroits et de secteurs. Donc j'allais dire, peut-être Nick, tu veux encore rajouter un petit mot aussi? Rejoindre l'intervention de Clarisse et une petite question par rapport à Luc. Donc, sur la nécessité du rapport de force. Bon, ça, je pense que c'est une évidence. C'est pour ça qu'on fait du syndicat aussi. Je veux dire, si on s'arrêtait chaque fois à ce qu'est une loi, mais je veux dire, les enfants seraient encore dans les mines, quoi. Donc, je veux dire, à un moment, c'est pas parce qu'une loi existe qu'elle est juste. Donc, ça, il faut être très clair là-dessus. Et donc, ça doit pousser, évidemment, à justement changer les lois, changer les accords de gouvernement. Et je veux dire que même dans un passé récent, Clarisse faisait référence ici à l'Allemagne, mais chez nous, je veux dire, la question de la pension à points, par exemple, c'était aussi un fait. Je veux dire, c'était un fait établi. Le gouvernement est sorti en disant, écoutez, voilà les gars, on a trouvé que c'était une très très bonne idée de faire des pensions à points. Votre pension va varier en fonction du moment où vous allez partir à la pension. Donc, c'était un système complètement débile. Ça a mis du temps à se mettre en route, la machine syndicale, mais une fois qu'elle a été mise en route, et Philippe disait tout à l'heure qu'on allait faire une gazette sur les salaires, la première fois que les syndicats en front commun ont fait des gazettes, c'était sur la question de la pension à points pour expliquer à je ne sais pas combien de millions de personnes, parce que c'est un tirage gigantesque, à quel point la pension à points était quelque chose de néfaste pour les gens. Et résultat, après des mobilisations, boum, le gouvernement a reculé. Maintenant, ils ont mis la pension à points au frigo, ça ne veut pas dire que ça ne va pas ressortir. Mais si on construit un mouvement suffisamment fort sur la question ici des salaires, il y a moyen de faire reculer le gouvernement. Et alors, deuxième aspect, et ça c'est plus pour Luc, tu disais, voilà, tu parlais de la réforme de la loi de 96, d'une éventuelle suppression de la loi de 96, et en tout cas, si modification il y a, de faire en sorte que la norme soit une norme indicative et non pas une norme impérative. Ma question serait, par rapport à tout ce que toi tu as vu, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement dire, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une loi de 96? Parce que, en fait, la concertation sociale, elle se passait très bien aussi avant la loi de 96. Et du coup, est-ce qu'on a besoin de cette loi de 96 pour faire un AIP, par exemple? Parce que ça, c'est une thèse aussi qui est développée en disant, en fait, si on n'a pas d'accord sur les salaires, il n'y a pas d'AIP. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais je préférerais en avoir la certitude avec toi. Ah oui, effectivement, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord salarial qu'il n'y a pas. Oui, on m'entend? Oui, ok. Qu'il n'y a pas d'AIP possible. Les AIP couvrent des tas d'autres domaines que vous connaissez encore mieux que moi sur les conditions de travail. Enfin bon,
je vais pas m'étendre. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord entre les interlocuteurs sociaux au niveau de la loi de 96, donc de la norme salariale, que ça bloque tout accord interprofessionnel. Ça, c'est un premier point. Et bon, l'expérience montre aussi que quand il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux sur la norme salariale, ben, l'État intervient, le gouvernement intervient et impose une norme en vertu de cette loi. Donc, allez, bon, quelque part, c'est indépendant. Le contenu des accords interprofessionnels ne dépend pas uniquement, en tout cas, de l'accord sur la norme salariale. Maintenant, pourquoi ne pas supprimer cette loi et quelque part de réinstaurer la liberté de négociation comme on l'a connue, je l'ai rappelé dans ma présentation, avant le début des années 70, comme on l'a reconnue de manière un peu épisodique par après, entre les différentes lois qui ont été élaborées, je l'ai expliqué, je pense. Mais bon, il est vrai de dire que la liberté de négociation a conduit à des augmentations effectivement assez importantes des salaires. C'est arrivé, j'ai cité les dates, je ne les ai plus en tête, mais après le premier blocage, donc ça devait être 87, 88, quelque chose comme ça, là il y a eu la liberté de négociation, et là, patatras, le gouvernement est de nouveau intervenu pour dire non, ça va pas, hein, on est dans le discours, il faut être compétitif, il faut et donc boum, on a imposé ce qui est devenu finalement la loi de 96. Donc l'expérience du passé montre que ne plus appliquer une loi comme celle de 89, qui n'a été appliquée qu'une fois, mais a été abandonnée, quelques années plus tard, une autre loi revient. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas supprimer la loi de 96, mais je ne sais pas si tactiquement, c'est la voie principale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'amender dans un sens que j'ai dit, que vous avez répété, que vous avez dit aussi, de la rendre plutôt indicative qu'impérative, d'essayer d'introduire la notion de réalité sectorielle différente de plusieurs points de vue, c'est-à-dire de plusieurs points de vue, c'est pas comme ça, c'est en tenant compte d'autres paramètres économiques qui interviennent à la fois pour effectivement la compétitivité de certaines entreprises en Belgique qui exportent beaucoup, mais aussi qui tiennent compte de l'impact sur le pouvoir d'achat. Donc, pourquoi ne pas introduire d'autres critères, la productivité, le taux de profit, etc., etc. Donc, moi, je n'ai pas de réponse bien nette à dire, mais l'expérience du passé montre que si on abandonne une loi, et une autre arrive quelques années plus tard. Alors, bon, ce sera peut-être beaucoup plus tard si je ne vois pas comment on pourrait arriver à la supprimer aujourd'hui. Hein. Mais si on la supprimée, ça arrivera quand? Personne ne sait, en tout cas pas moi. Plutôt essayer de l'amender, peut-être, c'est une voie plus... Enfin, qui pourrait être plus efficace et concrète dans un premier temps. Voilà. Ok. Merci Luc. Je vais revenir aussi sur quelques réactions dans le public. Donc, on a des téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit dans ce cadre-là, mais en tout cas, des personnes qui nous suivent ce soir. Et donc, on a plusieurs réactions qui arrivent. Une première question, c'était
quelle différence entre les 0,4% ou 1,1%, comment prendre en compte le coût de la vie aussi. Donc, je pense que Clarisse l'a évoqué aussi avec l'évolution réelle du salaire minimum, etc. Une question d'un coursier sur la sécurité sociale aussi qui a été évoquée dans la discussion. Est-ce que la sécurité sociale est utile pour l'indépendant? Une autre question encore, d'accord sur la critique de la loi, mais en permettant la négociation par secteur, ne risque-t-on pas d'abandonner justement les travailleuses et travailleurs qui sont les plus vulnérables syndicalement, titre-service, coursier, etc. justement. On a Alicia, la CSC aussi, qui réagit en disant les inégalités sociales ont augmenté, les inégalités femmes-hommes aussi. Les femmes ont en moyenne perdu encore plus de revenus que les hommes, plus nombreuses dans les secteurs en télétravail, avec de plus bas salaires, donc un chômage temporaire encore plus bas. En bref, augmenter le salaire minimum, c'est nécessaire pour tous, mais en particulier pour les femmes. Voilà. Quelques réactions déjà. Je ne sais pas s'il y en a qui vous inspirent ou qui vous donnent envie de réagir sur tel ou tel point. Peut-être une, moi, qui me chauffe bien, et qui me chauffe bien parce qu'en fait, on est concerné, c'est la réalité dans les secteurs qu'on suit dans la centrale. C'est la question est-ce que si on a une suppression de la loi de 96, est-ce qu'on va d'office abandonner les petits secteurs? Et ça, c'est un truc sur lequel, moi, ça me fout en rotte, ce genre de déclaration, parce que c'est dit, notamment, et donc la question est parfaitement légitime, tant que c'est posé sous forme de question, et donc je me permets d'y répondre en disant, mais en fait, dans la loi de 96, et même dans la loi de 96 modifiée par 2017, il y a zéro garantie pour que les petits secteurs aient quoi que ce soit. Et ça, c'est un truc qu'il faut dire aussi, parce que les dames qui bossent dans les titres-services, on est dans la période dans l'accord AIP 2019-2020. Donc, ce sont des dames. Grande majorité issue de l'immigration, grande majorité temps partiel, beaucoup de femmes seules. Donc, je veux dire, je vous laisse imaginer les conditions. Et elles ont mobilisé, elles ont lutté. Et qu'est-ce qu'elles ont eu? Elles ont eu 0,8. Alors que la marge, elle était à 1,1. Et donc, en fait, il y a zéro garantie dans la loi, que ce soit 96 ou que ce soit 2017, que les petits secteurs puissent s'en tirer d'une façon ou d'une autre. Parce que si vous avez un patronat agressif en face, et Fédergon est un des patronats les plus dégueulasses qui soient, ces gens-là, ils partent pour du zéro. Ils disent, moi, je veux 0% d'augmentation de salaire. Et donc, tout ce que tu vas chercher, c'est des choses que tu peux aller chercher en mobilisant, en allant chercher dans tes tripes. Et donc, si on supprime la loi de 96, qu'est-ce qui se passe? Pour les petits secteurs, rien. Il n'y a rien qui change. Rien du tout. Et donc, le mythe selon lequel une loi, que ce soit de 96, que ce soit 2017, est une loi qui protège les petits secteurs, est une loi qui organise la solidarité, c'est un mythe. Ce n'est pas vrai. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut voilà, je pense qu'il faut être très, très clair. La seule chose que la loi de 96 fait et la loi de 2017 fait, c'est de mettre un plafond en disant, les gars, voilà, au-dessus de ça, il n'y a personne qui va rien avoir. Et ça, c'est la seule chose que ça fait. Alors, il y a un débat sur le fait que, est-ce qu'en ayant une norme indicative, est-ce que ça assouplit éventuellement les desiderata du patronat en disant, ah bon, il y a quand même une norme indicative, même pour les petits secteurs, il faudrait aller chercher cette norme. N'importe quel patron d'entreprise, et particulièrement des patrons de multinationales, disent, moi, tant que je donne le moins possible, je suis content. Donc, il n'y a aucune obligation, et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut être assez carré, que la loi de 96 ni la loi de 2017 ne protègent les petits secteurs. C'est faux. Merci pour cette mise au point. Est-ce que peut-être Clarisse ou Luc, vous voulez encore agir sur l'une des autres Juste par rapport au coût de la vie. Sinon, il y en a encore pas mal qui sont arrivés. Donc vas-y, Clarisse. C'est quelque chose qui revient souvent de dire le coût de la vie ne vient pas dans la loi. Donc, c'est juste pour préciser que la marge, c'est bien des augmentations de salaire en plus de l'indexation. Donc, quand on parle de 0,4%, c'est en plus de l'indexation. Donc, c'est vraiment vous allez pouvoir acheter plus de trucs. Enfin, c'est pas simplement pour faire que votre salaire évolue en fonction du coût de la vie. C'est vraiment pour augmenter les salaires en vrai des travailleurs et des travailleuses. Enfin, sauf qu'ils n'augmentent pas assez, mais voilà.
Et alors, sur sur la question des femmes, oui, c'est évident que cette norme salariale et ce plafond impactent aussi beaucoup les salaires des femmes, et notamment les bas salaires. Et je parlais tantôt du salaire minimum. J'avais une dernière statistique qui disait que, je pense, 68% des travailleurs au salaire minimum sont en fait des travailleuses. Et donc, quand on parle de bas salaire et de salaire minimum, bien sûr, en fait, c'est principalement des femmes qui sont concernées. Merci Clarisse. Je vais peut-être encore enchaîner sur d'autres réactions, parce qu'il y en a encore pas mal. Alors, je m'excuse, je nous excuse. On ne va pas pouvoir toutes les relayer, malheureusement, mais de toute façon, on invite évidemment toutes celles et ceux qui nous écoutent à faire vivre cette discussion avec leurs collègues, déjà, pour commencer, sur leur lieu de travail, et également aussi dans leurs instances syndicales, comités, assemblées, etc., là où et quand elles ont lieu, un maximum. Donc, on cherche ici à ouvrir une discussion. On ne peut pas la terminer ici, heureusement. Donc, je continue du coup. Dans les réactions, on a également une personne qui nous dit vous mettez en évidence les raisons de sensibiliser, de mobiliser, d'organiser. Des actions plus dures sont nécessaires. La lutte paye. Et puis, une autre personne, quelle suite alors ? Il y a une réaction aussi qui dit voilà, merci aux intervenantes et intervenants pour la qualité des introductions. Je pense qu'on a besoin d'un plan d'action avec sensibilisation et des actions qui vont crescendo. Il faut construire ce plan par en bas avec des assemblées de travailleuses et travailleurs qui peuvent évaluer où on en est dans la lutte. Plusieurs personnes qui reviennent aussi sur le salaire minimum, le fait que le niveau de salaire minimum est très bas en Allemagne, par exemple. Donc, insiste sur l'augmentation, la revendication d'augmenter le salaire minimum. Voilà, et une dernière, c'était l'écart salarial entre secteurs n'engendrerait-il pas un éventuel accord basé sur les bas salaires ? Après, j'aurai moi-même 2 autres questions en guise peut-être de clôture, on verra, en fonction du temps que ça vous prend maintenant pour réagir. Alors là maintenant, donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, qui nous vient donc de nos participantes et participants, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir en particulier ? Nick ? Je vais peut-être enchaîner sur ce que je disais tout à l'heure, sur les perspectives auxquelles qu'on doit nous, et ça c'est notre responsabilité à nous, mouvement syndical tracé, c'est que, donc on parlait sensibiliser, organiser, mobiliser, je disais la phase dans laquelle on est, il faut l'analyser avec précision. Début janvier, on pensait que rien n'était possible. Février, après 2 actions, on voit que le mouvement est en train de monter. Et donc, ce qui est important dans l'intervention de la personne qui posait la question, c'était l'idée d'avoir un plan d'action crescendo. Oui, effectivement. Et donc, ici, il faut faire gaffe aussi, et c'est ce que je dis aux délégués que j'ai le plaisir de suivre. Eux, ils sont chauds. Ils sont hyper chauds parce que ça fait 6 mois que je les bassine avec la loi 96. Ça fait 6 mois qu'ils en entendent parler et ça fait d'ici maintenant 2 mois qu'ils souffrent du 0,4 et ils en ont marre. Et ils disent ok, c'est scandaleux, il faut tout faire péter. Le seul truc, c'est eux m'ont comme permanent et donc ils en ont entendu parler. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu parler de cette loi de 96 et donc merci pour le fait d'avoir organisé ce webinaire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, beaucoup de gens qui n'ont même jamais entendu parler du 0,4 encore. Et donc ça, c'est l'enjeu maintenant, de faire en sorte que les gens prennent conscience qu'on est en train de discuter de leur salaire pour les 2 prochaines années. Et donc, la première phase ici, c'est une phase de sensibilisation qui doit être hyper large, en disant, OK, ça, c'est ce dont on parle pour l'instant. Et cette phase de sensibilisation, elle n'est pas découplée des actions. La preuve, on sensibilise en faisant des actions. On a sensibilisé le 12, on sensibilise demain en faisant des actions. Et donc, c'est en faisant des actions qu'on va sensibiliser. Et je termine en disant qu'un des plans qui avait vraiment bien marché, c'était en 2014, c'était directement après que le gouvernement Michel avait pris ses fonctions. Ils se sont pris une manifestation de 120 000 personnes, boum, le 7 octobre, si je me rappelle bien, qui s'est suivie par 3 grèves tournantes provinciales qui s'est soldée par une grève générale. Et donc ça, c'est quand même, en termes de séquence, c'est intéressant. Et donc ça, je ne dis pas que c'est vers ça qu'il faut aller, mais ce sont en tout cas des perspectives possibles, parce que si on ne prend pas ce dossier en main, ça veut dire que
en gros, nos salaires vont être gelés pendant les 2 prochaines années. Et dans les 2 prochaines années, il va y avoir quoi? Il va y avoir une reprise économique. Parce qu'on ne va pas rester dans le marasme dans lequel on est maintenant. Hein. Je veux dire, il va y avoir une reprise économique. Et donc, la question, ça va être qui c'est qui va profiter de ce truc-là? Et si ce n'est pas nous, ben, c'est, comme les collègues l'indiquaient, c'est effectivement les gros actionnaires qui vont s'en mettre plein les fouilles. Et ça, c'est inacceptable. Donc, oui, besoin d'un plan d'action. Oui, besoin d'y aller crescendo. Mais besoin de l'analyser concrètement où on en est maintenant et quelle est la température au niveau de l'opinion publique. Et donc, pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs non plus. Merci, Nick. Peut-être Clarisse ou Luc, excusez-moi. Vous voulez rajouter quelque chose, non? Sinon, ok. Alors, du coup, moi, j'avais une dernière question qui vient de moi, du coup. C'est voilà, sur la question de cette négociation d'accord interprofessionnel, on voit aussi que le patronat met un peu dans le chantage, dans la balance, la question de l'enveloppe bien-être, donc de cette enveloppe qui est négociée tous les 2 ans pour augmenter les allocations sociales, etc. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que voilà, il y a d'une part cette question des salaires en tant que tels dans leur globalité, la question de l'enveloppe bien-être par ailleurs et la question du salaire minimum, c'est 3 enjeux sur lesquels on doit essayer de retrouver une forme de liberté de négociation en repartant par la base, par le bas du syndicat, c'est ça. Et ne plus laisser déterminer par en haut, par le gouvernement ou par des experts extérieurs, avec le respect qu'on peut avoir pour eux, Luc, n'est-ce pas? mais qui peuvent parfois être coincés dans des agendas politiques qui nous-mêmes, après, nous enferment. Quoi. Voilà, juste pour voir un peu votre opinion par rapport à ça. Ouais. Ah oui, l'épisode de la liaison bien-être est quand même incroyable, quoi, ce qu'on a vécu cette année sur... Donc, cette fameuse... donc, la liaison bien-être, c'est une enveloppe que le gouvernement met à disposition des interlocuteurs sociaux, puis il faut un accord entre patrons et syndicats pour savoir quelles augmentations on va donner, quelles allocations sociales vont être augmentées. Hein. Donc, c'est quand même déjà assez particulier comme processus en soi, mais bon, voilà. Donc, c'est tous les 2 ans. Normalement, il faut un accord patron-syndicat pour le 15 septembre et l'AIP, c'est en décembre-janvier. Depuis quelques années, le patronat, en fait, enfreint la loi et dit non, le 15 septembre, on n'aura pas d'accord. Ils font traîner cet accord pour pouvoir lier, évidemment, la question de l'augmentation des allocations sociales à la question de la marge salariale. Et cette année-ci, le Front commun syndical était assez offensif en disant non, nous, soit on négocie avant le 15 septembre, soit on négocie plus, et la balle est dans le camp du gouvernement. Et en fait, le gouvernement, une fois si on dépasse la date du 15 septembre, théoriquement, c'est lui qui décide par arrêté royal, comme ça se passe en fait pour la marge. Et donc, il aurait très bien pu dire le 15 septembre, OK, il n'y a pas d'accord au sein des interlocuteurs sociaux, on prend le cahier de revendication syndicale et on l'applique, et voilà. Et donc, le PS nous avait dit qu'ils allaient faire ça, quoi. Donc ils allaient mettre la pression sur les patrons en disant c'est le 15 septembre ou bien c'est la balle est dans notre camp et c'est nous qui choisissons. Et au final, en fait, ils ont été de deadline en deadline et au final, on est à la deadline du 30 janvier ou du 30 février, en fait, qui fait que de facto, on lit les 2 agendas, quoi. Et donc, à nouveau, moi, j'adore quand on voit Peter Timmermans dire 0,4% de la loi, c'est la loi, mais la loi, c'est la loi que quand ça l'arrange, quoi. Donc là, ouais, c'est clair que de nouveau, il y a un enjeu de construction d'un rapport de force à entretenir, à construire et à faire perdurer pour arriver à ce que ces 2 dossiers qui n'ont fondamentalement rien à voir et qui n'ont pas du tout la même... vraiment, ces 2 choses qui n'ont rien à voir, arrêtent d'être liées par le patronat. C'est clair, quoi. Voilà. Merci, Clarisse. D'autres réactions? Oui, sur le fait de ne pas se laisser dicter par le top, il y a, allez, on a la chance, en tout cas Clarisse et moi, en tant que permanents syndicaux, d'être parmi des employés d'organisations démocratiques. C'est quand même, en soi, c'est une grande nouvelle, quoi. Je veux dire, je pense pas qu'il y a beaucoup de travailleurs qui peuvent dire qu'ils sont dans une entreprise pour les travailleurs, donc où il y a une forme de démocratie. Et j'en veux pour preuve le fait que on le voit dans le secteur du métal, on le voit dans le secteur de la chimie. Si vous observez un petit peu ce qui est en train de se passer, et là je parle pour la CSC, les premiers qui sont sortis, ce sont des organisations qu'on perçoit, METEA et BI, comme des organisations qui sont des centrales ouvrières, donc c'est des organisations assez pyramidales.
Et en fait, ce sont les premières qui sont intervenues sur les questions d'AIP en disant hors de question d'avoir du 0,4 ici. Et pourquoi est-ce qu'elles ont réagi? Parce que tout simplement, au niveau des travailleurs, les gens dans le métal, quand vous avez construit des usines, quand vous avez construit des voitures dans des usines, quand vous avez construit et fabriqué des chaises en plastique durant tout le confinement, alors que vous disiez, mais putain, comment ça se fait que je suis en train de faire des chaises en plastique, alors que ça n'a aucun sens. Personne ne veut acheter mes chaises en plastique, mais le secteur de la chimie est un secteur essentiel. Et donc, du coup, les mecs, ils se sont dit, open bar, on y va, on produit. Ces gens-là, ils ont dit, mais c'est hors de question, un 0,4. Et donc, c'est remonté jusqu'au sommet. Et donc, ces centrales-là sont intervenues directement. Et c'est ce qui fait maintenant qu'on a ce front commun dont Philippe parlait tout à l'heure, qui est relativement uni sur plusieurs points. Un, le point de l'enveloppe bien-être que Clarisse a indiqué tout à l'heure. Deux, sur le fait que en fait, 0,4, c'est inacceptable. Trois, sur le fait qu'on va pour une marge indicative. Et tant que cette marge n'est pas indicative, il est hors de question de faire quoi que ce soit. Donc, ça, c'est quand même... Et c'est comme tu disais, et comme tu l'induisais justement dans ta question, c'est des impulsions qui viennent effectivement de la part des travailleurs, qui remontent dans les instances. Parfois, ça met du temps, mais au final, on est pour l'instant sur des bonnes positions et je pense qu'on peut, en tant que mouvement syndical, être fier de ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Merci, Nick. On pourrait dire sinon, si on a perdu X% de part des salaires dans la richesse annuelle, qu'on pourrait prendre ces X% comme base de négociation pour la prochaine augmentation de salaire. Je crois que Clarisse a parlé de 5% de perte de salaire minimum réel depuis 25 ans ou 20 ans. Par exemple, un plus 5%, là, je crois qu'on pourrait commencer à pouvoir discuter. On aurait sûrement le soutien de pas mal de travailleuses et de travailleurs. Bref, voilà, je ne sais pas s'il y a encore un petit mot de conclusion que l'un d'entre vous veut rajouter. Et sinon, je pense que tout doucement, on arrive au bout de cette première discussion qui est poursuivie et accompagnée par d'autres à d'autres niveaux dans les syndicats notamment. Nous, il nous reste en tant que MOC Bruxelles déjà à vous remercier tous les trois et même tous les quatre. Philippe n'est plus ici présent, mais il nous a suivis, il nous a soutenus. Et également annoncer que on va tenter à partir de cette discussion aussi de pouvoir faire des petites capsules vidéo pour aider la CSC dans cette discussion. Et également vous inviter aussi à d'autres luttes qui sont en cours en ce moment et dans lesquelles le MOC Bruxelles est impliqué d'une manière ou d'une autre ou les soutient. Donc, il y a notamment vendredi, on fait un événement en soutien aux coursiers en lutte à 15h, je pense, avec les JOC, les coursiers en lutte, etc. Donc, ce sera sur la page des coursiers en lutte. Je crois que ça a été publié sur le chat ici Facebook de l'événement que vous êtes en train de voir maintenant. Et donc ça, c'est un premier rendez-vous. L'autre chose, c'est évidemment le 8 mars. Donc, on parlait de plan d'action, etc. Quoi qu'il en soit, du côté du mouvement féministe, le 8 mars, ce sera une journée d'action. Et c'est déjà aussi une journée d'action syndicale en partie, vu que tant du côté de la CSC que de la GTB, il y a à différents niveaux des lignes qui bougent et des possibilités et un soutien à des actions. Donc, ce sera aussi l'occasion de s'en saisir, peut-être par exemple pour parler du salaire minimum, entre autres choses, et plein d'autres choses aussi, évidemment. Voilà, je vous remercie encore. Passez une bonne soirée. Je vais maintenant couper le live.